Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général de La République En Marche. Vous êtes également député La République En Marche de Paris. Un mot sur François de Rugy. Est-ce qu'il a démissionné pour rien ? Écoutez, en tout cas, les choses se sont faites très rapidement et je pense qu'il faut qu'on en tire quelques conséquences sur la façon dont le système politique et médiatique juge les personnalités. Très rapidement ? Trop rapidement ? Peut-être trop rapidement. Moi, je m'étais exprimé très tôt en disant que d'abord, il y avait une déontologue à l'Assemblée nationale, que ça serait peut-être bien de commencer par demander à la déontologue ce qui a été fait, ce qui s'était passé réellement, et puis ensuite de dire qu'il y avait eu certainement un peu d'acharnement contre François de Rugy. C'est ce que j'ai ressenti, je l'avais dit comme tel. Maintenant, il faut que nous en tirions des conséquences collectives. Je crois que nous n'avons pas à nous soumettre à une sorte de dictature, parfois, de la pensée, où on jette en pâture des individus. Je pense que ce moment doit nous permettre de tirer des conséquences. Dictature, il est donc victime de qui ? De quoi ? Bien, je crois qu'il y a eu une série d'articles qui étaient très durs, Article de Mediapart. parfois à charge, c'est mon sentiment. Bien maintenant, la vérité des faits apparaît. Je pense qu'il ne faut pas se laisser emporter dans l'autre mouvement de balancier, si je puis dire, qui serait de dire bien, on a jugé en un jour, et puis maintenant, on dit qu'il n'y a complètement rien du tout, etc. Regardons, prenons le temps, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas, en une journée, en une photographie, en un article de presse, jeter l'anathème sur des personnes. Je pense que ce système-là est un système qui est parfois dangereux. Il faut évidemment beaucoup d'exigences vis-à-vis des responsables politiques. Nous avons une exigence de clarté vis-à-vis de nos concitoyens, mais je pense qu'il faut aussi être attentif à ne pas jeter l'opprobre trop rapidement. Vous dites attention à ne pas tomber dans l'extrême inverse où il n'y aurait rien du tout. Est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'il y a quand même quelque chose ? Non, mais François de Rugy a dit lui-même les choses. Le rapport de l'Assemblée nationale a été clair. Il y a peut-être eu des zones grises. Peut-être dans le rapport, il est conseillé à François de Rugy de rembourser Ce qu'il s'est engagé à faire d'ailleurs. sur 12, il s'est engagé à le faire, des dîners qui auraient été du côté du privé. Donc voilà, ça c'est l'analyse pleine et complète. Et chacun peut juger des faits. Mais je pense que c'est toujours à partir des faits qu'on doit raisonner, juger les choses. Je pense qu'il y a eu une sorte d'emballement médiatique sur François de Rugy. Et moi, je pense que désormais, c'est sur notre système politique et médiatique qu'il faut s'interroger et en tirer des conséquences pour pouvoir faire avancer les choses. Système politique et médiatique, vous dites qu'il faut en tirer les conséquences. Si l'on en croit ce que dit Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, elle dit on a des résultats qui disent globalement que François de Rugy n'a transgressé aucune règle établie. Conséquence logique donc, il pourrait réintégrer le gouvernement. Vous savez, il a démissionné. Je ne crois pas qu'aujourd'hui... Oui, mais vous l'expliquez vous-même, il a démissionné trop tôt. Express. Oui, mais là, il y a une forme, pardon, Stanislas Guerini. Est-ce qu'il n'y a pas une forme du coup d'hypocrisie ? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie ? C'est-à-dire, vous dites, bon, c'est quand même l'emballement, c'est pas bien, ça a été trop loin, ça a été trop vite. Quand on se rend compte qu'effectivement, il n'y a rien, en tout cas, c'est ce que le mot de Sibeth Ndiaye, il n'a transgressé aucune règle établie, là, on dit, non, mais en même temps, il ne peut pas complètement revenir. Non, mais... écoutez, je n'ai pas le sentiment d'avoir été hypocrite tout au long de l'analyse de cette affaire. La première réaction, c'est de dire qu'il faut regarder les faits et faire appel aux institutions pour pouvoir le faire. De dire que le système a jugé très rapidement, et certainement pour certains médias, avec une volonté de faire tomber un homme politique. Ça, je le pense très sincèrement. Maintenant, François de Rugy est un député. Il est un député de qualité. Il va revenir dans le groupe parlementaire. Évidemment, nous accueillerons toutes ses capacités, tout son talent pour faire vivre le groupe parlementaire. Bien, on va continuer comme ça. Je ne pense pas qu'il faille réintégrer au gouvernement François de Rugy. Mais ceci dit, je regrette que ce système-là ait des conséquences immédiates sur la vie mais vous politique. comprenez l'absurdité. Ça veut dire que c'est un aller sans retour. Ça veut dire qu'on se dit que tout ça, ça a été un emballement. Et en même temps, on n'en tire pas non plus les conséquences en se disant allons jusqu'au bout, réintégrons-le s'il y a eu erreur de jugement. Vous aviez vu, je renvoie un peu aussi le système médiatique à sa propre hypocrisie, si vous pouvez me permettre cela. Vous avez vu l'état des chaînes d'information en continu la semaine dernière. François de Rugy était mis à terre. Il y avait des articles de façon incessante. Mais le pouvoir, c'est pas aussi d'être capable de dire non parfois ? Mais je crois que le pouvoir, justement, le gouvernement, François de Rugy lui-même, puisqu'il a présenté sa démission, a tiré des conséquences très rapides pour dire, au fond, qu'il était certainement empêché dans son action. Et que l'important dans tout ça, c'est la transition écologique. Il était en responsabilité pour mener ce chantier qui est certainement le chantier du siècle.
la semaine dernière, force est de constater qu'il était empêché de mener ce chantier-là. Il y a eu des conséquences qui ont été tirées très rapidement. Je pense que l'intérêt de la nation, pour qu'on puisse continuer à mener une action sur le fond pour la transition écologique, a prévalu, dont acte. On continue maintenant, mais encore une fois, je crois que notre système politico-médiatique, j'insiste là-dessus, doit parfois en tirer quelques conséquences. Précisément sur les questions d'écologie, il y a eu cette journée à l'Assemblée mardi où il y avait à la fois Greta Thunberg qui venait parler d'écologie et parler de l'urgence climatique, et puis l'après-midi, la ratification du CETA. C'est passé, mais c'est passé un peu juste, et pour la première fois, 52 députés La République En Marche ont choisi de s'abstenir. Est-ce qu'il y avait quand même ce doute qui s'est installé chez beaucoup sur la réalité du CETA et ses conséquences éventuellement climatiques ou sur l'environnement ou sur la qualité de la viande. Vous-même, vous n'aviez pas de doute ? Non, moi personnellement, je n'avais pas de doute, mais je comprends que certains collègues, y compris de mon groupe parlementaire, et après tout, parfois ça peut être sain aussi d'exprimer ces doutes-là. Je pense qu'il y a eu une sorte de vote de vigilance aussi pour suivre l'application de ce traité. Moi, pourquoi je pense qu'il fallait voter la ratification de ce traité, qui a d'abord, je le dis en passant, été initié sous Nicolas Sarkozy, négocié sous François Hollande, et que nous finissons de ratifier aujourd'hui. Et là encore, on a l'impression qu'à chaque fois, vous subissez. Finalement, on subit les précédents. Non, je vais vous dire ce qu'on subit. On subit quand le commerce international n'est pas régulé. Ça, on le subit. Et tous les producteurs de fromage, de piments d'Espelette, qui ont aujourd'hui des appellations d'origine protégée, eux, ils savent ce que c'est qu'un traité justement de commerce, parce que ça va mieux protéger les produits français. On parle du CETA comme si c'était quelque chose de théorique. Mais le CETA est déjà en application depuis 1 an maintenant. Quelles ont été les conséquences ? Nous avions un bénéfice commercial vis-à-vis du Canada de 50 millions d'euros. Il est maintenant de plus de 400 millions d'euros. Les exportations vers le Canada de l'Union européenne ont progressé de 6%. Les importations du Canada vers l'Europe ont diminué de 6%. Ça, ce sont les conséquences. Vous savez, on parle de la viande bovine. Vous savez combien de tonnes de viande canadienne ont été importées ? 12 tonnes. On consomme 1,5 million de tonnes par an en France de viande bovine. Ça, ce sont les conséquences concrètes. Donc, je comprends que certains souhaitaient agiter des peurs autour du CETA, que certains aient des positions idéologiques différentes qui ne sont pas les miennes, parce qu'ils sont contre le libre-échange. C'est un courant très vieux, il y a un courant économique qui remonte à plusieurs siècles déjà. Oui, mais ça, c'est des positions politiques. Pas avoir le Ceux qui, au sein Moi, de La République En Marche, avaient visiblement des doutes. Juste quand même un mot sur ce que vous dites. Le simple fait que depuis 1 an, comme vous le dites, ce traité est déjà en exercice, alors que les différents parlements des pays européens n'avaient toujours pas pu se prononcer, est-ce que vous ne trouvez pas que ça aussi, c'est une formidable hypocrisie quand même ? Oui, ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons améliorer, effectivement. Mais du point de vue démocratique, ça pose quand même question. Mais j'en suis absolument convaincu. Et je crois que c'est déjà une avancée démocratique que nous ayons pu avoir un vrai débat sur le CETA à l'Assemblée nationale. Le temps du débat a eu lieu. Vous savez, je me rappelle qu'en 2013, l'Union européenne a adopté un traité de libre-échange avec la Corée. Il a été adopté en 1 minute à l'Assemblée nationale. Donc, ceux qui aujourd'hui poussent des cris d'orfraie en disant il n'y a pas de débat, c'est pas la démocratie, etc., se trompent. Il y a eu un débat démocratique à l'Assemblée nationale. Les uns et les autres ont pu faire valoir leur position. C'est déjà une avancée. Mais je crois que effectivement, pour l'avenir, il faut inventer les traités commerciaux du XXIe siècle. Vous savez, ça, ce sont les enjeux européens. C'est pour ça que c'était important dans cette élection européenne de créer un nouveau groupe au Parlement européen, ce que nous avons fait, qui va peser sur les décisions. Je vois que le président de la République, vous savez, dans cette campagne, avait dit on ne signera pas d'accord commercial avec des pays qui ont fait le choix de quitter l'accord de Paris. C'est un engagement très important. Ça, ce sont les enjeux qui sont au Parlement européen. Et je suis très fier qu'on ait un groupe fort aujourd'hui au Parlement européen. Le président de la Commission environnement, c'est Pascal Canfin au Parlement européen. Ça va nous permettre de nous battre et d'inventer justement ces traités de commerce nouvelle génération, parce que, je le redis, le danger, c'est le libre-échange sans régulation. Ça ne protège pas nos producteurs. Ça ne protège pas nos consommateurs. Le libre-échange avec des régulations, comme dans le CETA, eh bien, ça permet à la fois d'être bon pour nos entreprises, mais de mieux protéger nos normes sanitaires et environnementales. Débat à l'Assemblée donc sur le CETA et un débat à venir sur la loi de bioéthique et notamment la question de la PMA. Comment se présente justement la cohérence du groupe La République En Marche ? Il y aura une liberté de vote. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir de nombreux députés de votre famille politique qui puissent voter contre ou au minimum s'abstenir ?
Je pense que ce sera très minoritaire. C'est ma perception du groupe parlementaire. Je crois qu'il y a une volonté assez unanime dans le groupe de répondre à cette promesse de campagne que nous avions faite, d'ouvrir la PMA aux femmes seules et aux femmes célibataires. Mais je me suis toujours prononcé pour qu'il puisse y avoir sur ces sujets-là, des sujets au fond qui touchent à l'intime de chacun, une liberté de vote. Je crois que c'est très important. Chacun a ses histoires personnelles, ce sont des sujets très sensibles qui touchent l'intimité. Et donc, c'est important qu'il puisse y avoir du débat et surtout du débat apaisé. Je crois que dans notre société, nous sommes aujourd'hui à un niveau de maturité où nous pouvons discuter de ces questions-là. Au-delà de la question du groupe, qu'il y ait d'invectives des uns contre les autres. Au-delà de la question des états d'âme éventuels ou des questionnements ou des doutes des députés et La République En Marche, est-ce que vous pensez que l'État, la France, le peuple français est prêt? Certains chez vous redoutent que ça rouvre des éventuelles fractures, comme il y avait eu au moment du mariage pour tous. François Hollande lui-même, d'ailleurs, avait été très prudent, avait préféré ne pas faire la PMA parce qu'il avait peur de retrouver ces fractures-là. Bien, je pense que ça dépend beaucoup de la méthode. Et en l'occurrence, la méthode qui a été adoptée a laissé d'abord en amont du projet de loi